Lights, camera, action! Aujourd'hui à l'émission, The Shining, Crazy et Forrest Gump. Bienvenue à On Jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy à Saint-Cyr, On Jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, c'est avec une immense joie que je reçois le co-créateur et membre de plus qu'un groupe d'humour mythique québécois, c'est quand même pas rien. Il a été animateur radio durant de nombreuses années. C'est un grand mélomane. C'est un insomniaque qui s'amuse, j'ai l'impression. Oui, Richard oui. Z. Sirois. Salut Richard. Mon Dieu, c'est une belle présentation. Merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Donc, quand je dis des groupes d'humour mythiques, t'es à la racine, évidemment, de Rock et Belles Oui, Oreilles, oui. RBO, depuis 1981. Oui, T'as que aussi- j'ai cofondé avec Guillaume Lepage. Exactement. Sans limite avec les Bleus Poudres, t'as été là. T'as été des débuts des Midi Fous à C'est quoi? Oui, dès le départ. Moi, C'est- quand quelque chose marche, je m'en vais. J'ai atteint mon objectif. Ça marche? C'est OK, ça. je vais faire d'autres choses. Mieux vaut partir dans le prime. Au que- sommet, oui. Oui. C'est ça, exactement. Depuis presque un an, tu es de retour dans ta Gaspésie natale où tu écris les chroniques, les vinyles de l'insomniaque que j'aime beaucoup suivre. En fait, c'est en lisant ces chroniques-là que je me suis dit, My God, je veux inviter Richard parce que c'est exactement mon podcast. Tu pars de quelque chose qui te touche, quelque chose qui est proche de toi. Avec un élément culturel, tu le ramènes à toi, puis c'est exactement la formule du podcast. C'est exactement ça. Pour résumer le vinyle de l'insomniaque, j'étais chez moi puis j'étais rendu à peu près à 400 épisodes de Netflix de vues, à peu près 30-40 séries l'hiver dernier. Puis mon gars passe par chez moi puis il me voit écrasé dans le fauteuil puis il me dit Papa, j'ai aimé ton texte que tu as écrit sur le décès de ton père il y a quelques années, c'était touchant, tout ça. Puis là, j'ai répondu bien gentiment. J'ai dit ben oui, mais tu sais, mon père est décédé une fois, puis une fois par année, j'y pense beaucoup à mon père, mais une fois par année, à sa date d'anniversaire de décès, j'écris quelque chose. Puis là, je sais pas sur quoi j'écrirais. Ouais. Là, mon gars m'a regardé et dit écris sur ce que t'aimes. Puis ça m'a fait un déclic instantané de jumeler, parce que moi, ma passion, c'est la musique, le rock, toi, c'est le cinéma. Ouais. Puis moi, à partir d'un vinyle, parce que je collectionne les vinyles, j'essaie de raconter toute ma vie, mais toujours à partir d'une chanson ou d'un disque. Ouais. Puis quand mon gars m'a dit écris sur ce que t'aimes, ça a été instantané. J'ai parti le vinyle de l'insomniaque sans savoir que ça pourrait marcher parce que la preuve de ça, c'est que les 10 premières chroniques, j'ai même pas 5 lignes de texte. Ouais. Puis là, tranquillement, les gens, j'aime ça, quand tu racontes, tu sors tel disque, ça me rappelle les souvenirs. Puis là, c'est parti un petit peu en fou. Là. Ouais. Avant qu'on rentre dans ta liste, j'aime savoir, ça, tu viens de Matane, tu as grandi là, dans les années fin 50, surtout 60, tu voyais quoi comme film? Est-ce qu'il y avait un cinéma? Est-ce que tu allais au cinéma? Pas encore dans les années 60. Mon plus ancien souvenir d'aller au cinéma, je suis à l'école primaire et on va voir toute la classe, La Mélodie du Bonheur. T'étais 100 fois trop jeune pour avoir connu ça, mais moi, j'ai vu quand ça a sorti, La Mélodie du Bonheur avec Julie Andrews. C'est la première fois que j'ai été au cinéma de ma vie. Et après, à la fin du secondaire, il fallait choisir, évidemment, une option vers le cégep. J'étais très attiré par tout ce qui était médias, radio, télé, cinéma, journalisme. Et en plus, quand j'ai pris le programme d'études au cégep à la fin du secondaire pour voir vers quoi j'irais, je tourne les pages du guide, puis là, je vois cinéma, puis il n'y avait pas de cours de maths. Moi, je suis nul en maths. J'ai coulé mes maths à partir du secondaire 1. Physique, chimie, bio, maths, nul. Fait qu'il fallait que j'aille dans un programme où il n'y avait pas de maths, parce que j'avais le goût d'étudier. Fait que j'ai été en cinéma au cégep Antique, surtout parce qu'il n'y avait pas de maths. J'ai fait le même choix. T'es peut-être le frère que je recherche depuis toujours, dont ma mère m'a parlé, mais que je sais pas il est où. Il y a quand même une grande différence d'âge. Je pense que tu aurais remarqué que ta mère était Oui, enceinte de moi. ma mère l'aurait eu très, très âgée, Oui, peut-être. c'est ça. Donc, on va rentrer dans ta liste de films avec ton premier choix, The Shining, film de 1980 réalisé par Stanley Kubrick, qui met en vedette Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd et Scatman Crothers.
Ça parle de quoi, ce film-là, de Shining? Ce film-là est très troublant. Moi, j'étais le boss du ciné-club au Cégep Antique pendant que j'étais en cinéma. Puis je pense que, dans le fond, j'étais en cinéma parce que j'avais plus le goût de voir des films que peut-être en faire. D'ailleurs, j'ai étudié en cinéma, j'ai jamais fait un film de ma vie. J'ai travaillé sur des films, mais j'ai jamais réalisé un film. Puis, on présentait des films au ciné-club, et entre autres de Shining. Puis c'est un film très mystérieux pour moi, mais très bien fait, dans le sens que il y a très peu de personnages, qui est très, très rare pour un film aussi long. C'est un suspense vraiment fou. Et quand tu entres dans cet univers-là, c'est dur de... est-ce que Nicholson, en personnage, bien sûr, devient fou à cause de l'alcool, parce qu'on laisse sous-entendre qu'il a déjà bu? Est-ce que c'est l'isolement? Est-ce que c'est déjà des problèmes avec sa femme? Est-ce qu'il y a vraiment, le petit gars, des pouvoirs paranormaux? Puis il y a eu beaucoup d'études, d'ailleurs, un excellent documentaire, Room 237. Oui, c'est ça. Excellent documentaire qui a été fait sur ça. Puis c'est un film, en fait, pour moi, est parfait parce que ça déjoue un petit peu les codes de compréhension du cinéma. Et moi, je pense que c'est volontaire. Le petit gars dans son tricycle, sur son tricycle, là, il change d'étage. Mais comment il peut changer d'étage si on le voit toujours rouler puis il prend pas ni d'ascenseur puis ni d'escalier? Des fois, il est au rez-de-chaussée, des fois, il est à l'étage des chambres. Il est toujours en vélo, mais fait que quand tu regardes ce film-là, tu te dis, bon, le petit gars, il roule, mais dans ta tête, à quelque part, il y a quelque chose qui te dit, c'est bizarre, c'est étrange, il n'est pas supposé, lui, de rouler comme ça. Puis il y a des scènes extraordinaires, des classiques du cinéma, quand le petit gars roule sur le tapis, sur le bois, le tapis, le bois. Ça fait un rythme angoissant. Oui, c'est pas besoin de angoissant. musique. Puis là, il arrive au bout d'un corridor, puis il y a deux petites filles qui se prennent par la main. La première fois, tu te dis, tabarnouche, c'est quoi ça, tu sais? Puis le petit gars est visiblement victime, a des hallucinations en complicité avec le gardien de sécurité. Sauf qu'à la fin, la mère aussi voit des affaires étranges. Et c'est comme un univers que je trouve vraiment, vraiment fascinant. Et j'ai assisté même à une projection à la Cinémathèque où c'était le cinéaste Kim Nguyen qui parlait, j'étais là. Qu'est-ce qu'il avait à dire sur ce film-là? Ben, il essaie toujours de décoder. Lui, il a un micro et pendant les séquences où ça ne parle pas, c'est-à-dire les séquences où il y a de la musique, il essaie d'expliquer, je sais pas, moi, exemple, la séquence du bâton de baseball dans l'escalier, là. Ça a l'air que Kubrick l'a fait volontairement comme 118 fois parce qu'il voulait vraiment que la comédienne devienne dingue. Puis même la comédienne a dit à un moment donné que c'était sa pire expérience de tournage à vie parce qu'il recommençait pour qu'elle vire vraiment dingue puis que Nicholson, je dirais, à la limite, devienne presque un agresseur véritable. Fait qu'il y a quelque chose de très fascinant autour de ce film-là, surtout parce qu'il y a très, très peu de personnages importants. En fait, il y en a, on peut dire 4. La famille puis le gardien de sécurité. Les autres sont très accessoires. Et ça n'a aucun rapport avec le livre de Stephen King ou à peine. Parce qu'à un moment donné, j'avais lu King il y a très, très longtemps. Puis après une projection de Shining, j'ai relu le livre et je pense pas qu'il y a 20 pages du livre. Je sais même pas s'il y a 20 pages. C'est fascinant de voir ça. C'est pour ça que King n'a pas du tout aimé la version de Kubrick. D'ailleurs, King a refait une série télé de 5 ou 6 épisodes pour la télé américaine. C'est pas fameux, là. Non, ça n'a pas bien marché, où il reprend l'essentiel de son livre. Mais en fait, Kubrick a gardé l'idée des personnages vaguement. Dans le livre, il n'y a pas de labyrinthe à la fin. Le labyrinthe, de toute façon, n'existe pas dans la vraie vie. C'est du studio. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé ça fascinant, parce que l'hôtel aussi devient pratiquement un personnage. Puis, dans le documentaire ou dans un texte que j'ai lu, encore là, l'architecture de l'hôtel, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. C'est un grand labyrinthe. Non, c'est pas logique. Les pièces, quand les gens marchent, il y a quelque chose de volontairement déroutant créé par Kubrick qui fait que dans ta tête, tu regardes le film d'une façon logique, mais dans ta tête, ton cerveau, il dit non, mais c'est impossible. Et j'ai tellement aimé ce film-là que j'ai été dormir dans une nuit dans la chambre d'hôtel. Ouais, parle-moi de ça. Oui, ça, c'était... En fait, faut dire, moi, j'ai dormi dans la chambre d'hôtel à l'endroit même dans la chambre où King a écrit son livre. Wow. Ça, c'est le Stanley Hotel à Estes Park, au Colorado. C'est un hasard parce que j'ai une amie québécoise qui vit à Denver depuis une vingtaine d'années. Elle travaille pour IBM, puis c'est une bonne amie à moi. Puis à un moment donné, elle m'a dit, viens faire un tour. Puis j'ai planifié,
Je savais pas vraiment que c'était là. Puis quand je suis arrivé là-bas, je savais que j'étais fan de The Shining. Puis on était dormir dans cet hôtel-là. Et c'est ça, c'est l'hôtel où King a écrit son livre. C'est l'hôtel que lui voulait dans son livre et dans son film. Kubrick, lui, a tourné complètement autre chose. C'est-à-dire que c'est deux univers. En fait, l'hôtel du film, c'est pas l'hôtel que King voulait. Mhm. Mais moi, j'ai dormi à l'endroit original, à Estes Park, au Colorado. Puis c'est très troublant aussi, là, parce que quand j'étais là, il y a une boutique souvenirs, évidemment, avec tous les souvenirs imaginables de The Shining. Tu sais, des affiches avec du sang, puis des posters. Puis la boutique souvenirs est assez élevée. Ouais. Tu regardes à droite, c'est la boutique souvenir, puis à gauche, il y avait un mariage avec des violoncelles dehors. Super romantique. Mais en même temps, ça fait de Shining. Ben oui, absolument. Puis dans la chambre, dans cette chambre-là, d'ailleurs, quand tu prends un bain dedans, c'est drôle parce que tu imagines la vieille madame sortir du bain. Là. Je pourrais pas. Écoute, il y a des visites touristiques 3 fois par jour avec, disons, 12-15 touristes, clients. Mhm. Ils peuvent aller jusqu'à la porte, mais ils n'ont pas le droit de toucher à la porte. Ils n'ont pas le droit de cogner, d'entrer dans les visites. Oui. De toute façon, il y a toujours un guide. Puis ma copine, quand elle sentait que les touristes arrivaient, elle shakeait la poignée de porte pour les faire. Puis si tu ouvres la télé, juste dans cette chambre-là, 24 heures par jour, c'est le film. 24 heures par jour de The Shining avec les livres de King. Puis, c'est une expérience, c'est quelque chose. Mais c'est ça, Kubrick, lui, a pris l'extérieur d'un autre hôtel, a inventé le labyrinthe de toutes pièces qui n'existe parce que nulle part. l'intérieur n'existe pas dans... Non, il a tout refait en studio, ça a coûté une fortune en décor. Ouais. Il y a eu des gros problèmes de tournage. Je pense que ça a pris 10 ou 11 mois à peu près à tourner. Tout le monde était tanné. Nicholson n'en pouvait plus. La comédienne, elle voulait partir. Elle perdait ses cheveux. C'était fou. Ils l'ont c'est poussé épouvantable à bout, pour elle. Ouais, ils l'ont poussé à bout. Mais ça demeure un film extraordinaire parce que très difficile à décoder. Tu sais, si tu regardes des vieux Hitchcock, les personnages un peu fuckés, à la fin, il y a toujours l'explication. Il y a toujours un traumatisme d'enfance. Il y a toujours... Dans à peu près tous les suspens imaginables, à la fin, tu peux décoder. Même des fois, c'est juste dans le dernier plan. Je sais pas, moi, la fin de Usual Suspects, qui est extraordinaire, avec tous les indices sur le mur, tu décodes toujours, puis The Shining il est indécodable. Oui, parce que ça finit avec la photo de Jack Nicholson dans un party des années 30. Qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Puis... C'est ça. Est-ce que la photo était là? Est-ce qu'il s'est rajouté sur la photo? Est-ce qu'il fait maintenant partie... On sait pas. Est-ce qu'il est lui-même le jardinier Brady qui a tué ses enfants? Est-ce qu'il y a une réincarnation? C'est ça. C'est Allez pas savoir. clair. Fait que, mais au début du film, la route, là, le long de la... J'ai fait cette route-là en voiture. C'est c'est extraordinaire de prendre le même chemin. Là. Tu te mets-tu la toune? Oui. Fait que c'est ça. C'est pas mal mon film préféré à lui. Ouais. J'ai une question par rapport à ça parce que je t'ai entendu il y a pas longtemps à l'émission de Penelope McQuaid où tu parlais que tu as racheté la maison de ton grand-père puis que tu as refait une pièce à l'identique. Oui. C'est quoi ton rapport à ce passé-là? Une question plus mystique, mais tu sais, crois-tu, pas nécessairement aux esprits, mais à la force des choses? T'es-tu là-dedans? Ou pour faire un parallèle, j'écoutais un moment donné Michel Barrette qui parlait de ses collections d'objets, puis il disait un objet, c'est pas juste un objet, c'est le bagage qui l'accompagne. Exact. C'est l'histoire qui vient avec, puis c'est pas des fantômes, mais ils sont habités par le passé. Ben, c'est un bon point. En fait, ce qui est arrivé, c'est que mes grands-parents étaient dans cette maison-là depuis 1931. Ils sont décédés il y a quand même un bon bout. La maison a par la suite été à mon père qui, lui, est décédé en janvier 2018. La maison est devenue la propriété de ses 5 enfants. Moi et mes 2 frères, 2 sœurs, mais mes 2 frères, 2 sœurs n'avaient pas le goût de déménager en Gaspésie. Puis moi, ben, je me suis retrouvé sans travail au début de la pandémie. Le dernier de mes 3 enfants partait de la maison. Tu sais, tous les critères, je te dirais, étaient en place pour que j'aille vivre là-bas. Et dans cette maison-là, dans les années 40, 50, 60, il y avait une boutique de photos au rez-de-chaussée. C'est un magasin. La maison est comme divisée en 2. La partie avant, ça se faisait beaucoup à l'époque des commerces dans les maisons. Au rez-de-chaussée, c'était le magasin. Au sous-sol, il y a encore 3 salles de développement photo vintage années 40-50, une imprimerie et à l'étage d'en haut, au 3e, le studio où les gens allaient se faire photographier pour les photos de mariage, photos d'école, photos passeport. Ouais. Puis moi, quand j'ai hérité de la maison, en fait, je suis déménagé là. Ça fait un bout de temps que j'y allais, depuis 3 ans. Mais en septembre 2020, je suis déménagé là pour de bon.
Et quand je suis arrivé, la partie magasin, ça n'existait plus. C'était juste des fauteuils, une table. Puis j'ai décidé de reconstituer ça parce que j'ai une mentalité un peu nostalgique de nature, mais pas nostalgique négatif, mais nostalgique, un peu comme tu présentais le sujet. J'aime beaucoup les vieux objets. Je collectionne des vieux vinyles, j'ai des vieilles cartes d'hockey, des vieux appareils photo. Puis effectivement, il y a comme un... J'aime beaucoup les objets qui ont eu du vécu, qui se sont passés par beaucoup, beaucoup de monde plutôt que de consommer... ce qui se fait dans, tu sais, j'aime pas le plastique, j'aime pas la mélamine, tu sais, j'aime les beaux vieux objets en bois, les vieux disques vinyles qui sont passés par plein de monde. Des fois, j'écoute un disque qui est usé, là, puis je me dis, il y a quelqu'un qui a déjà écouté Dark Side of the Moon, puis était où, tu sais? Ouais. Fait que j'ai une mentalité nostalgique de nature. Pas loin de ce que Barrett a fait, je pense, avec la maison de son grand-père. Ouais. Mais je pense que Barrett a choisi une année très précise, imaginons 1956, et il a meublé, acheté tous les accessoires de cette année-là. Moi, c'est de reconstituer le magasin, la boutique photo, comme quand j'étais enfant, mais ça avance bien. Ça va bien présentement. Wow, j'adore ça. On va passer à ton deuxième film qui est Crazy, film de 2005 de Jean-Marc Vallée, qui met en vedette Michel Côté, Marc-André Grondin, Daniel Proulx et Pierre-Luc Briand. Même question que tantôt, peux-tu me résumer Crazy? Ben moi, j'ai adoré ce film-là. J'ai adoré. Tu sais, ça va. T'as bien amené le sujet par rapport à la nostalgie des années 70 à peu près, Crazy, je pense. Ouais, 70, 80. Ouais, un à peu peu. près. Ben, tu sais, ça se promène parce que ça arrive jusqu'au moment actuel quand Côté se réconcilie avec son fils Marc-André Grondin, puis il se promène en voiture à la fin du film. Là. J'ai adoré ce film-là. J'ai trouvé ça beau, touchant, drôle. Le Québec d'une époque, c'est mon adolescence. Ils sont 5 gars dans Crazy. Ben, nous, on était 3 gars, 2 filles. Mon père était sévère. Je vois beaucoup de liens. En plus, la musique. Moi, tous les films où il y a de la musique, puis l'utilisation est tellement extraordinaire de David Bowie, de Pink Floyd. Je pense que ça a été très difficile à négocier les droits de ça. De mémoire, je pense que 10% du budget du film, c'était pour la musique. Ça fait que si le film a coûté autour de 6 millions, c'est 600 000 en droits d'auteur juste pour utiliser Bowie, Pink Floyd. Puis Pink Floyd cède à peu près jamais l'utilisation de sa musique. Puis de mémoire, je pense même Jean-Marc Vallée il a coupé sur son salaire de réalisateur pour que l'argent soit investi dans la musique. Parce qu'il tenait vraiment... il utilise très bien sa musique, un peu comme Troji dans ses films d'ailleurs. Puis dans Crazy, je trouve qu'il n'y a rien de gratuit. C'est pas pour impressionner. C'est pas on a une tonne de Bowie dans le film ou on a du Pink Floyd. C'est très, très, très bien utilisé. Il l'incarne, mais il se déguise en Ziggy Stardust. C'est ça. Il vient dans sa chambre de mémoire. Là, il me semble qu'il y a des affiches de Bowie sur le mur. À un moment donné, il se tourne, il est maquillé comme Bowie. C'est vraiment... en fait, c'était beaucoup... je me maquillais pas en Bowie, là, mais c'est beaucoup... cette époque-là qui est très, très bien racontée, le Québec de ces années-là. Puis il y avait plusieurs nouveaux comédiens. Je pense que c'était le premier rôle important de Marc-André Grondin. Côté, lui, il est bon dans tout. Côté, il est bon dans l'humour, dans le drame, dans n'importe quoi. Les personnages sont bien dessinés, les textes sont bons. Il y a quelques séquences très drôles. Puis en même temps, tu sais, il y a l'homosexualité, il y a la drogue, il y a des jeunes qui fument un joint, il y a le rock. Je suis surpris que ça n'a pas été repris intégralement dans une version soit européenne ou américaine, parce que Vallée est rendu très connu. Il réalise des grosses séries télé. Ça aurait été tellement... Je sais pas, juste un exemple, Sean Penn qui fait Michel Côté, par exemple, ça aurait été incroyable. Ça aurait été bon, oui. Mais c'est un très, très beau film. J'ai vraiment aimé ça. Ton côté nostalgique, tu l'as dit, t'as mentionné ton père était sévère, puis c'est une époque où les pères étaient sévères, j'ai l'impression. Oui. Quand toi, tu décides de t'en aller à Montréal, tu t'en vas vers les arts, tu t'en vas dans un autre milieu, la photographie, on pourrait dire, c'est de l'art, mais j'imagine que quand c'est plus un milieu de la photographie, de passeport, tout ça, c'est peut-être moins recherché. Mon père n'était pas photographe. C'est son père à lui. C'est mon grand-père qui était photographe. Mais mon père a hérité de la maison, mais lui, il a pas mal éliminé tout ce qui était la boutique de photos d'époque, mais sauf qu'il a tout gardé. C'était dans des boîtes, soit dans le grenier, dans le sous-sol, puis moi, j'ai sorti ça des boîtes pour recréer la boutique. Mais mon père était plus dans les affaires. Mais ma mère, elle était prof d'art plastique. En fait, mes parents n'allaient pas ensemble pantoute. Soyons honnêtes, là. Ils ont eu 5 enfants, mais tu sais, t'as un père
genre en business, en affaires, parti conservateur, tu sais, puis ma mère en plastique qui fait me joindre dans le sous-sol quand j'ai 11 ans, là. Fait que... Tabarouette, ok. oui, c'était une bizarre dysfonctionnelle. Une famille dysfonctionnelle. Ouais. Mais justement, quand tu t'en vas à Montréal, tu décides de partir, t'as tourné vers les arts puis tout ça, ça a-tu été accepté? Ça a-tu été oui, ben oui. Ok. Parce que d'un autre côté, mes parents, mon père aussi, nous encourageaient dans ce qu'on aimait. Il y avait ce côté-là qui était bon d'encourager nos passions. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, mon père, des fois, parce que toute la famille déménageait à Montréal, à un moment donné, mon père va me conduire au cégep. Parce qu'habituellement, j'allais en autobus ou métro. Puis au bout d'une couple de mois, t'étudies en quoi, donc? Au cégep Antique, ça? Oui. Fait qu'il est parti de Matane pour aller au cégep Antique. Ben, on est déménagé à Montréal avant, toute la famille. Oui, oui. Ah, ok, on est je savais parti pas. de Matane, toute la famille. OK. Puis pour Vers venir quelle à année Montréal- t'as déménagé à Montréal? Ah, j'étais très jeune. Mais j'ai toujours dit que je venais de Matane parce que tous les étés de ma vie, j'étais à Matane. La famille de mon père était là, mon père est né là, ma mère aussi. Fait que les deux familles étaient là. Ça fait qu'aussitôt qu'on avait des longues fins de semaine ou, je sais pas, l'été ou à Noël, c'était toujours Matane tout le temps parce que mon père est retourné vivre là il y a une quarantaine d'années. Puis moi, j'ai fait presque toute mon école à Montréal, mais en disant toujours que je venais de Matane, parce que j'avais juste hâte que l'école finisse pour retourner à Matane. Wow. Parce que j'avais des cousins, cousines, puis une grosse famille. Mais au cégep, en fait, parce que j'étais très attiré par les arts, ma mère faisait de la peinture, de la sculpture, puis ça a été juste naturel d'aller vers ça. Mais tu vois, j'ai un frère qui est 4 ans plus jeune, on a eu les mêmes parents, j'imagine, puis les mêmes amis, mêmes écoles. Mon frère pourrait gagner le prix Nobel de physique demain matin, tu sais. Oui. Puis moi, j'ai coulé mes maths 101 au secondaire 1, fait que... C'est quand même la force d'avoir plusieurs enfants. Il y en a C'est qui tous prennent des des chemins. univers. Ben, la famille Bouchard, Lucien Bouchard, qui est premier ministre, son frère qui est anthropologue. Exact. Mais tu ça vois, crée toutes sortes de familles. j'ai une scolarité de maîtrise en communication à l'UQAM. J'ai 9 cours de réussite sur 10 sans aucun problème. Puis j'ai coulé statistique 101 qui m'empêche d'être prof. Mais je ne pourrais jamais réussir. C'est un cours obligatoire en maîtrise, en tout cas au moment où j'étais là. Puis j'ai coulé comme avec une note de 36%. Là, Wow. Les chiffres, ça ne me rentre pas dans la tête. Décris-moi Montréal à l'époque, les années 60, 70. Quel souvenir tu gardes de ça? Ben moi, je garde une époque très freak et très grano. Ma copine était Garnier Mont-Royal. Ensuite, j'ai eu un appartement sur Fabre et Mont-Royal. Moi, les souvenirs des années 70, c'est des shows. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup harmonium. Serge Fiori, c'était Jésus. Moi, quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, là, on s'abreuvait aux paroles de harmonium. Avec l'heptade. Le premier, le deuxième, le troisième harmonium. Ensuite, Fiori-Séguin. Ça, j'ai la Saint-Jean sur le Mont-Royal, 2 années de suite, où j'ai dormi sur le Mont-Royal, un sleeping bag. C'était comme un autre univers. Il y avait beaucoup de drogue, mais pas de drogue forte. Il y avait beaucoup de... À peu près tout le monde de ma gang fumait un joint une fois de temps en temps. On tripait bien gros sur le rock progressif, Genesis, Yes, Gentle Giant, Pink Floyd, Emerson, King Crimson. J'ai des beaux souvenirs très grano de ces années-là, très peace and love. Le Plateau, ça a été le premier quartier populaire de Montréal, bien avant Villeray, Rosemont, la petite patrie. Ma copine était avec sa mère, Garnier-Mont-Royal. Fait que, tu sais, c'était un souvenir... oui, c'était des beaux souvenirs des années 70. Dans ce Montréal-là, tu me dis qu'il est grano, qui est un peu freak, il y a aussi toute l'époque disco, il y a ton entrée à l'UQAM, il y a les débuts de RBO, ça se passe comment? Je peux pas t'avoir à l'émission puis pas te poser des questions. Ah, ben non, avec plaisir. Ben moi, j'étais pas du tout du côté disco, j'étais très peace and love grano. Je suis rentré à l'UQAM en communication, puis les débuts d'RBO, c'est encore lié à la musique. Tu sais, ma vie a toujours un lien avec la musique. J'étais dans un cours de communication et je m'assoyais par réflexe toujours le dernier en arrière. Puis un jour, dans un cours de communication, Guy Lepage est assis à côté de moi, mais évidemment, on ne se connaît pas encore. Puis, je sais pas, avant que le prof arrive, on parle de musique, puis qu'est-ce que t'écoutes. Puis le sujet arrive naturellement là-dessus. Puis on réalise qu'on va voir les mêmes shows, qu'on a toujours aimé les mêmes groupes, les mêmes bands, les mêmes artistes, autant du Québec que d'ailleurs. Et à peu près en même temps que ça, apparaît CIBL, la radio communautaire de l'Est, qui cherche beaucoup de projets parce qu'ils ont des grilles horaires 7 jours par semaine à remplir, presque 24 heures par jour. Ouais. Fait qu'on présente un projet de radio sur le rock qui se veut très sérieux, qui s'appelle... notre titre de travail, c'est le rock de A à Z. Guy a l'idée de rajouter des initiales, le A à Guy puis le Z à moi.
Fait que, l'émission, c'est le rock de A à Z avec Guy Lepage, Richard Z. Sirois, parce qu'on fonde l'émission. On présente le projet à CIBL. Le projet est accepté. 3 heures de rock le vendredi soir de 9h à minuit. Et dans la semaine précédente, peut-être, on était chez Guy, qui habitait tout proche de CIBL. D'ailleurs, ça se faisait à pied. Là, Guy dit, ouais, les initiales, c'est accrocheur, c'est le fun, mais le titre, j'aime pas trop ça. Il y a trop d'affaires de A à Z, le cinéma de A à Z, la cuisine de A à Z, etc. Ouais. Puis là, il dit, on devrait changer de titre. Ben, je dis, OK, si on change de titre, j'aimerais ça qu'il y ait le mot rock dans le titre parce que je veux faire une émission sur le rock. Puis là, instantanément, il a dit Rock et Belles Oreilles pour faire allusion à Rock et Belles Oreilles, qui est une bande dessinée très populaire quand on était enfant, un petit chien avec les longues oreilles. Fait que Rock et Belles Oreilles, on a fait Rock et Belles Oreilles, puis ça jumelait le côté musique. Tu sais, dans le titre, tu avais le côté musique, puis tu avais le côté bizarre, un peu rigolo, étrange de Belles Oreilles. Puis le titre est resté, mais au début, c'était une émission de radio pour les étudiants en communication. Dans les premiers shows, d'ailleurs, on est 15, 20 ou 25 à peu près. Il y a beaucoup de monde qui fait des chroniques, il y a des gens qui font des stages, qui envoient des capsules humoristiques sur l'histoire de la musique. Puis tranquillement, l'élimination s'est faite de façon très, très naturelle, où on est resté la gang des 5. Et un peu plus tard, Chantal, qui avait une émission qui n'avait pas rapport, a été un peu comme notre première fan. Puis à un moment donné, ben, ça prenait une voix de fille. Puis, tu sais, c'est beau faire les clowns, mais le Chantal s'est joint au groupe. Elle n'était pas dans la première tournée, mais elle a fait la deuxième tournée de show de RBO. Ouais. Si je reviens un peu à Crazy, c'est quoi ton moment qui te revient en tête quand tu penses à ce film-là? Ben moi, je pense que c'est le moment où Marc-André Grondin s'élève en écoutant Space Oddity, là, comme, quasiment comme Jésus, là, qui est... Puis tu sais pas trop, bien, évidemment, personne ne peut s'envoler, mais à ce moment-là, je trouve que c'était très, très, très bien fait, très bien utilisé. C'était comme un peu magique. Puis je te dirais peut-être la performance en général de Marc-André Grondin, que moi, je connaissais pas du tout. Je ne sais pas trop d'où il arrivait. Et étrangement, j'ai travaillé beaucoup avec son père, Denis Grondin, qui était l'une des plus belles voix de Chaume FM quand j'étais ado. Et qui a travaillé longtemps à C'est quoi à la discothèque, c'est-à-dire au choix musical. Puis Denis Grondin, c'est une encyclopédie. Mais ce que j'aimais de son père, juste faire un petit détour, c'est qu'il parlait de la musique d'une façon tellement touchante, émotive, qui n'était pas juste encyclopédique. Il te faisait découvrir pourquoi tel artiste a fait ça à tel moment, dans quel état il était. Fait que c'était drôle de voir son fils au cinéma. Donc, la performance de Marc-André Grondin en général, le rôle de Michel Côté aussi, puis l'utilisation de la musique, je trouve que c'est parfait. Puis le suspense, puis la réconciliation du père et du fils à la fin du film, l'acceptation de l'homosexualité, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait. Un très, très beau film. Encore mon film québécois préféré à vie, d'ailleurs. C'est vraiment fait, puis j'ai pas connu forcément les années 60, 70, et je peux même pas dire que j'ai connu les années 80, je suis né en 89, donc j'ai pas de souvenir de ça, mais quand je vois ou je revois Crazy, j'ai l'impression que c'est un portrait très fidèle de cette époque-là, que rien n'est déplacé, tout est à la bonne place, les objets, il y a une séquence où le petit enfant tousse puis son 5-6 a fumé autour. Je veux dire, on s'aperçoit du chemin parcouru depuis ce temps-là. Ça n'a pas de sens. Le monde fume, ça fume autour de la table. Puis le petit gars, il tousse. Puis pourquoi qu'il tousse? Et tout le monde y envoie de la fumée dans la face. Fait que, des bons flashs comme ça. Puis la reconstitution historique est très bien faite. Les véhicules, les maisons, le bungalow de banlieue, c'est impeccable. Puis par rapport, tu parles des parties de cigarettes. Moi, j'ai des souvenirs clairs quand je suis jeune que ça fume dans les parties, puis qu'à Noël, puis tout le monde fume dans la maison. Puis autour de 1999, 2000, 2001, là, ceux qui fument, allez dehors. Ben écoute, dans les années 80, au milieu des années 80, ça fumait dans les avions. Tu sais, t'avais une petite pas une petite boucle, t'avais un petit logo de cigarette. Moi, la première fois que j'ai été en France de ma vie, autour de 84, je pense, à un moment donné, t'atteins une certaine altitude avec l'avion, puis là, t'as le petit logo de cigarette. Écoute, il y en a 100, 150, 200 qui fumaient dans un Boeing, c'est fou. Puis, on peut même pas imaginer allumer un briquet dans... Ben non. Puis nous, on allait à Matane, on le faisait comme à chaque année, tout le temps, l'été, en vacances. Montréal-Matane. Ma mère fumait dans l'auto, on était 5 enfants, 4 en arrière sur une banquette. Pas attaché, je pense pas qu'on était attachés. On glissait parce que les banquettes étaient en cuir, c'était un fauteuil, tu sais. Et ma mère fumait, elle avait mon petit frère sur ses genoux, en avant,
sais, c'est aujourd'hui, je veux dire, la DPJ serait sur son cas, là. T'as pas 5 enfants de auto et surtout pas un enfant assis sur toi, pas attaché, puis ta mère qui a une cigarette. Non, il va être dans son banc jusqu'à 5-6 ans. Là. Puis on vomissait tous rendus à moitié du chemin parce que... Puis là, pourquoi vous êtes malade? On réalisait même pas que c'était peut-être la cigarette de ma mère, tu sais. Ça, les mouvements, c'est un paquebot. C'est des voitures paquebot. C'était des autos immenses, puis la banquette était en cuir. On glissait de gauche à droite, les 4, tu sais. Non, c'est fou, là. Te souviens-tu de la marque de la voiture? Mon père a eu des plus longues autos qui se faisaient, des gros Buick, des Continental, des Cadillac, pas nécessairement des voitures de luxe, mais c'était tellement long, Des paquebots, t'as utilisé le bon terme. Je dirais 30 pieds de long en me disant ça se peut pas 30 pieds de long, mais c'était tellement long, le coffre, la partie avant. Ouais. Puis cet aspect-là est bien fait dans Crazy, pas nécessairement comme ça, mais un peu dans ce mode-là, je te dirais. Ouais. On va rester dans l'histoire, dans les années 60, 70, un peu 80, avec Forrest Gump de 1994, réalisé par Robert Zemeckis, qui met cette fois-ci en vedette Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Michael T. Williamson et Sally Field dans le rôle de Madame Gump. Parle-moi de Forrest Gump. Encore là, ça rejoint quelque chose qui est très naturel en moi. Tu sais, je me force même pas. C'est comme en moi le côté nostalgique de cette époque-là. Encore là, c'est tellement bien refait. Le Flash est tellement bon d'avoir un personnage naïf, sympathique, qui est mêlé à des événements historiques quasiment qu'on il réalise même pas, tu sais. Ouais. Il est avec John Lennon, puis... Il est avec John Lennon, il en parle. À un moment donné, quelqu'un l'a descendu, puis... lui, il est devenu le king du rock, puis à un moment donné, ça a mal été pour lui. Ça devait pas être facile d'être le roi. C'est très... Puis tu sais, moi, dans mon personnage de RBO un peu naïf, puis dans mon personnage de gars des Midi Fous, j'ai toujours utilisé, c'est un peu cette technique-là d'être en moi-même, mais naïf. Tu sais, un petit peu la façon Forrest Gump, d'être comme toujours dépassé par... tu sais, je me rappelle quand je faisais Piment Fort, Brad White m'avait dit à un moment donné, toi, tu peux dire les pires méchancetés du monde dans le show, t'auras jamais personne contre toi parce que t'as l'air d'un bon petit gars qui est fin et qui dit des énormités, tu sais. Puis j'aime beaucoup le personnage de Forrest. D'ailleurs, je trouve que Tom Hanks, je pense... Je sais pas s'il a gagné comédien de l'année. De mémoire, il a gagné l'Oscar. Oui, je pense que... Puis là, en plus, je pense que l'Oscar était à Forrest Gump juste devant Pulp Fiction, il me semble, la même année. C'était des grosses années cinéma. Mais c'est tellement bien fait. Puis encore là, la musique, tu sais, moi qui est un fan de rock et qui aime le côté nostalgique des choses, entre autres au cinéma, Do Crazy puis Do Forrest Gump, encore là, pour moi, c'est comme un film parfait. Tu sais, c'est tellement le fun à voir puis à revoir. C'est tellement bien écrit, c'est bien tourné, puis il y a des bons flashs, il y a des affaires un petit peu... pas paranormales, non. Tu sais, quand au départ, il y a ces espèces d'attelles à ses genoux et à ses jambes, puis tout d'un coup, en se mettant à courir, ça tombe. Ça se détache. C'est comme un petit peu... mais puis l'histoire d'amour est tellement belle, mais tellement triste en même temps. De la belle blonde un peu fantasmatique de ces années-là, tu sais, un petit peu... t'avais un petit peu ça avec la chanteuse de Art, là, Anne ou Nancy Wilson. T'avais la fille de Mamas and the Papas, la belle blonde Grano un peu cool. John Bass et comme dans le film des Doors, la blonde de Morrison. Puis c'est une belle histoire d'amour, puis c'est très triste parce que dans le fond, elle l'aime profondément comme amie, mais elle aime pas Forrest comme amoureuse. Mais ils se retrouvent tout le temps, puis finalement, ils ont un enfant ensemble. C'est la scène... Moi, ça me fait brailler à chaque fois. Tu sais, je pleure à 2 fois j'ai les larmes aux yeux dans 2 films au cinéma, c'est vraiment drôle parce que l'autre, c'est le Roi Lion quand le père meurt en tombant en bas de la côte. Là. On va pouvoir en reparler tantôt, d'ailleurs. Oui, bon, OK. Puis Forrest, quand il retourne voir pour la 1000e fois la belle blonde, je me rappelle plus dans quel contexte, puis un petit gars devant la télé, puis Forrest demande à la blonde... Je dis la blonde, j'ai oublié malheureusement son personnage. Jenny. Debbie? Jenny. Jenny. Ouais. Bon, Forrest demande à Jenny, t'as un petit gars, comment il s'appelle? Puis là, Jenny a dit, il s'appelle Forrest. Là, oh non, c'est son père. Puis là, il va s'asseoir à côté de la télé, ils sont de dos, ils regardent peut-être une bande dessinée. Là, moi, j'ai des larmes, là. Quand j'avais été le voir au cinéma, j'avais été le voir la première fois dans un cinéma sur Sainte-Catherine, il me semble.
Et puis, il y avait devant moi deux colosses de l'Université McGill, parce que c'était juste à côté de l'Université McGill, le cinéma. OK. Un hasard, là, mais en tout cas. Puis là, je vois que, tu sais, Football McGill University, puis deux monstres, là, tu sais. Deux colosses, puis ils sont juste en avant de moi, puis ils déconnent un petit peu avant le film. Oh, ça a l'air que c'est... t'sais. Écoute, il y avait des grosses larmes, les deux gars, il y avait des grosses larmes aux yeux. Fait que c'est un film très, très touchant, très bien fait. T'as l'histoire de la musique là-dedans, t'as l'histoire du rock, t'as du Creedence Clearwater Revival, tu sais, c'est une trame sonore qui est le fun. Là. Tu peux mettre n'importe quelle tune de ce film-là. Tu peux prendre la trame sonore, mettre n'importe quelle tune, n'importe quand, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est brillant le flash d'avoir pensé d'incorporer comme ça dans des événements historiques. Il est mêlé à plein... Et tu sais, il est à la guerre du Vietnam, il sauve un gars avec Booba, puis l'affaire des crevettes, le Booba Shrimp, puis l'autre qui perd ses deux jambes, puis il le sauve. Puis je pense qu'il est mêlé à l'histoire de la réconciliation États-Unis-Chine avec le tournoi de ping-pong. Il est mêlé au Watergate. Il est mêlé au Watergate. C'est comme... c'est tellement brillant, puis je pense qu'il y a déjà eu un projet de Forrest Gump, la suite. Puis je pense que Tom Hanks voulait pas... Non, il faudrait pas. Non, il garde, c'est beau, c'est parfait, c'est un beau film, puis ça va rester comme ça. Parce que je pense qu'il y a eu une suite décrite, peut-être un roman, je sais pas c'est quoi exactement. Ouais, ben à la base, c'est un roman, Forrest Gump, puis le personnage n'est pas du tout comme dans le film. Je pense qu'il est même plus méchant. J'ai jamais lu, mais de ce que j'ai lu, en tout cas, c'est un grand colosse, un peu méchant, un peu... qui n'a pas toujours des bonnes intentions, contrairement au film où il est très doux et gentil. Ça rejoint beaucoup mon côté, c'est ça, nostalgique, musique rock, tu sais, ma période préférée des films français, c'est la Nouvelle Vague avec Truffaut, avec Godard, avec Chabrol. J'aime le vieux cinéma américain, bien, évidemment les classiques genre Citizen Kane. J'aime les vieux Hitchcock. C'est ça, ça rejoint beaucoup mes intérêts, je te dirais, ces films-là. Ta découverte du rock, ça s'est passé comment? Y a-tu un souvenir précis d'écouter de la musique rock et faire comme... Ah, ça me parle, ça. Ben moi, quand j'étais très jeune, tu sais, quand j'avais 6, 7, 8 ans, moi je suis né en 56, disons à 8, 9, 10 ans, ma mère qui était très artiste, qui tripait sur la musique, chez nous, il y avait du jazz, il y avait du blues, puis il y avait une pochette des Beatles, je pense que c'était Meet the Beatles. Oui, je pense que c'était Meet the Beatles. Puis ma mère nous coupait les cheveux chez nous. C'est toujours ma mère qui était la coiffeuse des trois gars chez nous. Puis mon plus ancien souvenir relié au rock, c'est que j'ai la pochette des Beatles, puis je commence à comprendre qu'il se passe quelque chose avec ce groupe-là, mais je suis jeune, j'ai 9-10 ans peut-être. Puis là, je dis à ma mère, je veux les cheveux coupés pareil comme John Lennon ou McCartney. Mais de toute façon, les quatre avaient les cheveux pareils. Fait que, il y avait le petit toupette, puis ça faisait le tour d'oreille. Fait qu'elle allait chercher un bol, elle t'a mis ça sur la tête. C'était pareil. Fait que ma mère nous coupait les cheveux, puis mon plus ancien souvenir relié à la musique, c'est je veux les cheveux coupés comme un des Beatles. Wow. Puis ma mère étant artiste, ben... Écoute, ma mère a été voir Pink Floyd avec son frère à l'Autostade. Sa chanteuse préférée, c'était Janis Joplin. Fait que, tu sais, c'est une femme très artiste qui est quasiment pas... En fait, elle aurait été de ma génération dans l'idéal, tu sais. C'était vraiment le mouvement de libération de la femme. Mes parents sont séparés en 79 avant même que le mot existe. J'étais le premier dans nos familles ou dans mes amis ou dans... Je connaissais personne d'autre dont les parents s'étaient séparés, tu sais. Fait que, mais c'est vraiment ma mère qui m'a initié à la musique rock. Wow. Quand je t'écoutais à l'émission de Penelope McQuaid, tu as parlé du référendum de 95. Tu étais au lancement de l'album Atrostomique des colocs avec Dédé Fortin. Plus on prend de l'âge, plus on est témoin d'événements historiques, comme dans Forrest Gump, mais de faire partie, d'être présent d'un événement historique. C'est quelque chose qui t'est arrivé souvent, puis je veux dire, le référendum, c'en est un. En quelque part, le 15 mai 1981, qui est la première émission de Rock et Belles Oreilles, fait partie de l'histoire de l'humour québécois, fait partie de l'histoire culturelle québécoise, mais d'être présent dans des moments historiques forts, ça t'est arrivé souvent? Ben, beaucoup avec des invités. Parce que j'ai été longtemps, c'est quoi? J'ai une petite plaque chez nous quasiment, je pense que c'est 25 ans, c'est quoi? Pas nécessairement en continuité sur 25 ans, mais tu sais, j'ai commencé en 84 à C'est quoi, puis 25 ans plus tard, j'étais encore à C'est quoi. Fait que j'ai interviewé beaucoup d'artistes. Pour le référendum, ça, c'était très particulier parce que j'étais très impliqué dans les artistes pour la souveraineté, dont le leader était Paul Pichet à l'époque.
Il y avait le chanteur Éric Lapointe, il y avait Dédé Fortin, il y avait moi. Pénélope était là aussi. On était beaucoup. Tous les artistes pour la souveraineté étaient au lancement de Dédé Fortin. Mhm. C'est fascinant parce que c'est un des plus beaux débuts de soirée de ma vie et un des plus tristes en même temps. Ouais. C'est sûr, dépendant de ton camp. Moi, je suis très indépendantiste, nationaliste. Puis ça partait avec des chiffres en haut de 50%. Dédé qui lance Atrostomique, puis tranquillement, ça descend pourcentage, tu sais, 1/10 de moins, 1/10 de moins, jusqu'à ce que le non l'emporte. Ça finit triste. Puis en plus, ce soir-là, il y avait une pluie glaciale qui tombait sur Montréal en sortant. C'était vraiment, vraiment triste. Ça a été le premier événement historique. Et chose étrange, RBO est arrivé tout de suite après la première défaite au référendum, puis il a quitté tout de suite avant le deuxième référendum. Tu sais, on est entre deux. Oui, Entre deux, oui, on va pas dire entre deux non, parce que les deux fois, c'était non, là. Fait qu'on est arrivé à un moment donné où la société était très cynique et très, tu sais, ça va pas bien. On a perdu le pays, puis peut-être qu'inconsciemment, on s'est défoulé avec des gags, avec le sarcasme, avec la musique. Ouais. Mais j'ai fait souvent des entrevues avec des artistes quand j'étais à C'est quoi. Je pense que j'ai fait une des dernières entrevues radio avec Jerry Boulet. Ah ouais. Ouais, une des dernières. C'était comment rencontrer Jerry Boulet? Pardon? C'était comment rencontrer Jerry Boulet? Ah ben c'était très touchant. Moi, j'avais une émission un peu comme dans le sketch de RBO qui s'appelait Richard Z reçoit à C'est quoi. Mhm. Puis je recevais 1 heure par semaine un artiste qui était dans l'actualité. Exemple, j'ai reçu Ding Dong, j'ai reçu Indochine, j'ai reçu le chanteur Renaud. Ils sont tous passés, là, tu sais, ils sont tous passés sur une période d'1 an ou 2. Et Jerry était très malade, mais j'ai pas parlé de sa maladie parce que je me disais, si lui ouvre la porte à ça, je vais en parler, mais c'était parler de sa carrière, de ses albums, mais tu sais, il était très malade. Il est décédé quelques mois plus tard. J'ai fait plusieurs entrevues avec Dédé Fortin. Je peux pas dire que j'ai été mêlé à des événements historiques précis, mais tu sais, j'étais là, bien sûr, aux élections, j'étais là. Mais c'est plus par le biais d'entrevues que ça s'est fait, je te dirais. Ouais. Une rencontre qui t'aurait plus marqué qu'une autre dans toute la panoplie de personnes que tu as rencontrées, d'artistes, de politiciens. Ben, le plus difficile... j'ai un autographe de René Lévesque sur une affiche du Oui. Ça, c'est un objet très précieux pour moi. L'entrevue la plus étrange, la plus bizarre, puis c'est même, tu seras pas surpris, pantoute, c'est Jean Leloup. Ça, là, regarde. C'est sûr. Complètement désarçonné. Moi, j'ai 1 heure à faire avec un artiste qui vient parler de musique, de sa musique à lui. Et là, c'est le premier album de Jean Leloup, un peu avant le deuxième. Ouais. Je pense, de mémoire. Même l'album que même lui trouve qui est pas bon. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, je prépare une entrevue d'1 heure avec Jean Leloup pour son album Menteur, me semble. Oui, Menteur. Ouais. Puis là, tu sais, je dis, bon, j'ai jamais vu ça, moi, un artiste vient parler de son album et qui aime pas son disque, tu sais. Fait que là, je dis, bon, on va parler de ton album Menteur. Puis tout de suite, dit non, je l'aime pas. Moi, là, je suis certain que c'est une joke. Je suis certain qu'il déconne, mais je le connais pas encore beaucoup, c'est son premier disque. Genre, ben, tu sais, là, je fais, c'est drôle, t'sais. Fait que, oui, sûrement. Non, il dit, je l'aime pas, cet album-là. Puis là, il dit, c'est parce que les gens qui s'occupent de lui, là, je peux pas mettre ça sur le dos du producteur, de l'argent de la compagnie. J'ai aucune idée. Mais il dit, ils ont pas fait ce que moi, j'espérais. Lui, il voulait un son sale, il voulait du rock de garage. Tu sais, il voulait que ça sonne comme ses albums suivants, dans le fond. Ouais. Puis ils ont mis ça très beau, très propre, très lisse. Pas de défauts, tu sais. Puis c'est pour ça qu'il a parlé, en fait, il voulait pas faire la promo de son premier, mais là, il a commencé à dire le prochain va être bon. Puis j'ai dit, oui, le prochain, oui. Là, je pense qu'il avait changé de compagnie de disque ou d'agent. Puis là, il allait faire ce qu'il voulait faire. Il y a des bonnes chansons sur le premier. Alger, c'est une excellente chanson. Alger, c'est bon. oui, Printemps-été. C'est des belles chansons, mais pas comme lui les imaginait. Puis c'était très correct. Puis à un moment donné, l'entrevue s'est mise à bien aller parce qu'on a parlé de musique, on a parlé de rock, puis il voulait plus parler de celui qui s'en est que de son premier. Ouais. Là, j'étais très désarçonné, je pense que c'est le terme, là. Parce que ta feuille de route, elle sac le camp automatiquement. Non, là, t'oublies tes questions, t'oublies tout, puis tu vas en improvisant, puis tu tu fais déchires tes questions, tu mets ça dans la poubelle, puis tu t'enlignes vite sur d'autres choses, là. Ouais. En général, j'avais fait une entrevue avec Renaud, qui avait fêté toute la nuit avec la gang de Pagliaro. Il shakeait avec sa cigarette et son café, mais c'était tellement bon.
J'ai fait une entrevue avec les gars d'Indochine qui arrivaient directement de l'aéroport, qui n'avaient pas dormi depuis 2 jours. Ils sont fatigués. Mais des fois, ça donne des bons moments, tu sais. Puis il était fin, c'était tout du monde fin. Renault, Indochine, je les connaissais pas, bien sûr, mais c'était tout du monde. Ça a été bien, bien agréable. Non, j'ai aimé ça faire ça. C'était le fun à faire. Là-dessus, on va faire une courte pause. OK. Au retour, on reste. Bon, on a bifurqué de Forrest Gump un peu, mais on va retrouver Tom Hanks, mais cette fois-ci dans une histoire politico-sociale à laquelle on va sacrer le feu, le bûcher des vanités, Bonfire of the Vanities. C'est mes jeux de mots exceptionnels que je sors à chaque fois. Et on terminera, comme on l'a annoncé un peu plus tôt, avec la quête d'un fils qui doit retrouver les racines familiales pour s'accomplir et devenir le roi lion avec The Lion King. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Jadosaurus, John Valence, Jonathan Gauthier, Maxime Périgny, Noémie Bellefleur, Tout Simplement Joe, Zachary Sirbelec, ainsi qu'Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/On Jase de Film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de film avec mon invité Richard Z. Sirois, avec qui en première partie on a entre autres jasé de Shining, Crazy et Forrest Gump et de plein d'autres affaires. Un film, ça a été long avant que tu trouves un film que t'as, je pense pas détesté, mais qui t'a déçu. Oui. Bonfire of the Vanities, un film de 1990 de Brian De Palma qui met encore en vedette comme Forrest Gump, Tom Hanks, aussi Bruce Willis, Melanie Griffith, Morgan Freeman et Kim Cattrall. Ça parle de quoi, Bonfire of the Vanities? Ben, en fait, j'ai adoré le roman de Tom Wolfe, Le bûcher des vanités. J'ai adoré ce livre-là. C'est un riche couple, principalement l'homme, qui vivent dans les hautes sphères de la société new-yorkaise. Ils sont riches à craquer. Ils ont de l'argent. Une vie un peu parfaite, un peu artificielle, mais vraiment, là, au-dessus de tout. Là. Voiture, auto, argent. Et le monsieur prend un chemin un peu imprévu pour se rendre chez lui et tue un noir dans un ghetto. Parce qu'il s'est perdu en chemin, puis il a peur, il panique. Et là, il se sauve. Et lentement, l'étau va se resserrer sur lui, mais très, très lentement, c'est-à-dire les groupes de noirs, bien sûr, les groupes de pression, la police. Là, il y a des indices. OK, il commence... ce serait une auto, exemple, une voiture noire de luxe. Peut-être que l'auto est endommagée. Et lui, tranquillement, va sentir que l'auto se resserre sur lui. Et ça va mal virer. J'ai adoré ce livre-là, que j'ai lu plus qu'une fois. Et j'ai pas aimé le film parce que je trouve que ça a été tourné un peu cartoon. Ça a été tourné pas du tout comme dans l'esprit du livre, ce qui n'est pas nécessairement grave, mais j'avais tellement hâte de voir ce film-là. D'abord, De Palma, que j'avais adoré dans plein de films, dont Phantom of the Paradise, que je trouve extraordinaire. Tom Hanks, qui est un acteur que j'adore. Pas vraiment dans ses premiers films, là, où il fait des films avec des chiens, là, mais que je trouve un peu ennuyant. Mais j'ai été très déçu du traitement en tout cas, je trouvais que c'était tellement un beau sujet, puis c'est complètement différent du livre dans le traitement. C'est cartoon, je sais pas s'il voulait désamorcer, il voulait rendre ça drôle, mais je trouve que ça n'a pas du tout respecté l'esprit du film. J'ai trouvé ça très, très dommage. Puis c'est dur, quand tu m'as posé la question, c'est pas facile de trouver un film qui t'a déçu, parce que souvent, si j'aime pas quelque chose, j'en reparle plus ou je l'oublie, mais ça m'est revenu en tête, là, que j'avais trouvé ça très, très décevant, le traitement de De Palma, que j'aime beaucoup, puis j'aime Hanks aussi. Puis c'est ça, c'est quelque chose qui marche pas dans ce film-là, dans mes goûts à moi. Là. Ouais. En toute franchise, je l'ai jamais vu encore ce film-là, mais quand je lisais, je trouvais ça intéressant de me rendre compte. Je trouve que des fois,
on accuse notre époque de chercher des boucs émissaires pour beaucoup de choses, mais c'est de toujours, c'est de tout temps qu'on cherche des raisons de détester quelqu'un pour une raison. On prend une petite affaire puis on la gonfle, mais c'est depuis toujours, en fait. Oui, sauf qu'il y a une grosse différence avec les médias sociaux. Là, je vais revenir un peu à RBO. Nous, quand on faisait des sketchs méchants où il n'y avait pas de réaction parce que les gens qui nous aimaient pas, ils nous écoutaient pas. C'était aussi simple que ça. Si les gens n'aimaient pas un sketch, il y avait juste une adresse à la fin de l'émission, puis il fallait qu'ils nous écrivent. Ça prenait 1 semaine, 2 semaines. Il fallait passer par les bureaux de Spectracène pour récupérer notre courrier, parce qu'on recevait des cartes postales, des cartes de fête. C'était perdu, tu sais, en chemin. Mais la raison principale, les gens qui n'aimaient pas RBO nous écoutaient pas. Puis là, en 2021, tu as des gens qui haïssent Mike Ward et qui l'écoutent tout le temps pour l'haïr. Ça n'a aucun sens, tu sais. C'est de tout bord, là. Oui. C'est de tout. Tu sais, tantôt, je voyais ils ont annoncé que je sais plus quelle animatrice allait animer je sais pas quoi, puis le premier commentaire que je vois, évidemment, sur Facebook, puis sur Facebook, l'algorithme est bien fait, là, ils mettent toujours le commentaire le plus méchant en premier, puis c'était « Elle, quand elle s'exprime, le féminisme en prend pour son rhume », ou le féminisme prend une débarque. Ah, on t'oblige pas. Moi, j'écoute beaucoup, tout le monde en parle. Puis je vois des commentaires là, sans arrêt de je regarde ça chaque semaine, ça a tellement plus de raison d'être. Il est tellement pas bon, Guy, ça marche tellement pas. Ben, écoute-le pas. Arrête, ça a eu raison de Danny Turcotte aussi. Oui. Danny, c'était à coup de 200-300 messages méchants par semaine. Puis de monde, puis c'est toujours, ça a plus de raison d'être, c'est pas bon, c'est dépassé. Ben, parle-en pas, puis fais d'autres choses. Utilise pas les médias sociaux pour haïr quelque chose, tu sais. Ou... OK, tu l'écoutes, tu sois critique, tu as moins aimé une entrevue. Ben oui, parfait. Tu penses que l'invité était peut-être pas le meilleur invité? Parfait, tu as le droit de dire ça. Mais bitcher puis être méchant sur quelque chose que t'aimes pas, oublie ça. Mais nous, on n'avait pas ce problème-là, tu sais. C'est ça. Là, il y a trop de monde qui écoute des affaires dans tous les domaines, politique, sport, culture, disque, musique. J'haïs ça, c'est de la merde. Tu sais, admettons là, que je vois c'est comme donner un exemple. Je vois une annonce de frigidaire en vente sur Kijiji, puis j'appelle le gars, je l'achèterai pas ton hostie de frigidaire, il est lettre. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi le monde font ça avec la télé, puis avec la musique, puis avec... Hey, t'as un char à vendre, j'ai vu ton annonce là, de vieille Mustang, c'est lettre en hostie ton char, salut, bye. Le monde font ça de nos jours. Oui. Je comprends pas, tu sais. Oui, sur Marketplace, c'est ça. C'est des gens qui vont volontairement commenter. Si je l'aime pas son frigidaire, je dirais pas que je l'aime pas son frigidaire. Ouais. Moi, j'ai toujours eu comme politique personnelle, si je vais dans un garage pour la mécanique, si je vais au resto, puis si j'aime pas ça, ma façon de dire, c'est que j'y retourne plus. Tu sais, je me lèverai pas, moi, au cinéma pour crier chou dans 8e rangée pendant un film, là. Le monde sont rendus qui font ça devant un show de télé. T'sais. Puis si j'ai l'impression de m'être fait avoir dans un garage, admettons, je donne un exemple, là, j'y retournerai plus jamais puis j'en parlerai plus à personne. T'sais. C'est ma façon de boycotter ou de dire j'ai pas aimé ça. Oui. Puis il y a des cas, puis je veux pas nommer personne, mais une chanteuse va dénoncer une situation d'agression et c'est elle la méchante. Puis on va la prendre comme bouc émissaire c'est fucké, ça. De plein d'autres problèmes qu'on a après, tu sais. C'est comme si les gens avaient une idée préconçue de si elle a dit quelque chose, je l'haïs, puis j'écouterai même pas ce qu'elle a à dire, tu sais. Le monde se divise de façon radicale entre pour et contre, entre le oui et le non, entre le méchant puis la gentille, exemple. Puis il y a beaucoup de... Je sais pas si c'est à cause d'Instagram ou de Facebook où tu as à t'exprimer. Tu sais, sur Facebook, là, quand c'est plus que 5, 6, 7 lignes, le monde est... Fait que là, les gens ont été obligés de résumer leur pensée en quelques mots. Ah, c'est un hostie de... Ouais. Sur Twitter, c'est ça. C'est ça, c'est 140 caractères. Je pense qu'ils ont augmenté à 280. 280, ouf. Mais tu sais, faut que tu sois vite, faut que tu sois radical, faut que tu exprimes ta pensée vite. C'est un peu la déformation négative des médias sociaux, je te dirais. De dire, si elle a dit quelque chose, je sais que je vais l'haïr, je l'écouterai même pas, tu sais. Ouais. Je veux qu'on revienne un petit peu à Bonfires of the Vanities parce que c'est quand même ça le sujet. En fait, même pas à ce film-là, parce que bon, on a parlé de ce qui est dans le film avec la notion de bouc émissaire, tout ça, mais t'as mentionné Phantom of Paradise, qui moi a été un
un coup de poing quand j'ai vu ce film-là à 19 ans à peu près. J'étais dans une phase où je voulais voir les films de Brian De Palma. J'avais lu ta chronique sur ce film-là, mais parle-moi-en, puis parle-moi de Brian De Palma. Ben moi, j'ai adoré ce film-là. C'est lui qui a fait Carrie au bal du diable. Carrie, Ouais, il a Carrie. fait Dress to Kill, il a fait le premier Mission Impossible. Il y a quand même des... Oui, il y a un des très grandes beau CV. Il y a réalisations, très beau... Mais Phantom of the Paradise, parce que je pense que c'est peut-être autour de 73, 74, je vais un peu de mémoire, là. C'était tellement un film de mon adolescence. C'est tellement une belle histoire. C'est très simple. C'est un petit peu naïf. C'est le fantôme de l'opéra, mais version rock. C'est pas compliqué. Avec le méchant producteur qui exploite un jeune artiste qui est ultra talentueux. Une belle histoire avec la chanteuse et comédienne. Écoute, c'était comme... Moi, je rêvais quand j'avais 17-18 ans de rencontrer une fille comme ça, là, qui est toute cute, toute simple, toute un peu grano, qui a une voix magnifique, qui tombe en amour avec le jeune compositeur, mais elle pense que c'est un méchant. Finalement, elle va avoir une histoire avec le producteur. Le jeune musicien va s'en apercevoir. C'est le fantôme de l'opéra version rock. Puis, t'as des débuts de personnages de Kiss là-dedans. Ouais. C'est pas Kiss, mais c'est comme Kiss, parce qu'ils voulaient pas prendre Kiss, mais tu sais, t'as un groupe avec des maquillages blancs et noirs au visage. T'as un petit peu de Bowie, t'as un petit peu de Iggy Pop. Un petit peu d'Elton John aussi. Oui, Elton John au piano. T'as des personnages qui sont proches de la réalité, qui font autour de l'industrie musicale. À un moment donné, ils doivent trouver la future voix. Puis tu vois sur plusieurs séquences country, rock, heavy metal... T'as le gros gars qui, je pense que son surnom c'est The Beef ou quelque chose comme ça, qui a des gros talons hauts, là, un petit peu à la Kiss. Là. C'est un très beau film, c'est très bien monté. La finale est très psychédélique, drogue un peu, avec des grands angles, des fish eye. Ouais. Avec un gars qui rampe au sol à côté du jeune musicien qui fait un petit peu Iggy Pop ou David Bowie. C'est un très beau film de De Palma que j'ai beaucoup aimé. Puis encore là, je trouve que la bande sonore est excellente. Ouais. Très belle bande, très bon... J'ai réussi récemment à trouver le vinyle de la bande sonore originale. Ouais, par hasard, complètement. Oui. Des fois, je vais dans des... Aussitôt que je peux, tu vois, pas plus tard qu'hier, j'étais à la fin du vinyle sur Saint-Laurent, j'ai trouvé quelques affaires. Dans une boutique de vinyle usagé à Rimouski, j'ai trouvé Phantom of the Paradise, je m'attendais jamais de le trouver. Et j'ai trouvé le premier RBO puis de spectacle en parfait état. Wow! Que le gars, ça c'est des dernières semaines, le propriétaire du magasin de disques me les a donnés. Parce que j'avais juste une ou deux copies de chacun, très égratignées. OK. Et là, je me suis posé une question quand je les ai trouvés. Je suis Audition Musique à Rimouski. Ouais. Je me suis dit, là où les personnes qui ont eu ces deux albums-là de RBO, ils n'ont pas aimé ça. Parce qu'ils sont en parfait état. Fait que je me suis dit... C'est parfait, puis ça te revient après. Écoute, tant mieux. La pochette est parfaite. Déballé. Donc, ça a déjà été ouvert. Il n'y a plus l'emballage original. Il n'y a plus le petit loto bingo dans le disque. Il y a quelqu'un qui a mis ça sur une table tournante et s'est dit « Ah, c'est donc bien mauvais. » Puis c'est toi qu'on entend dès le début, là. C'est ta voix qui... sur des spectacles, il me semble que c'est toi qui ouvre le show. C'était ce spectacle-là où tu présentes avec Los Atros? Ouais, c'est un peu comme le maître de cérémonie. J'étais pas mal le MC du show de spectacle. J'ai pas souvenir. Là, t'imagines, si eux, ils ont écouté ça, ils ont fait comme, lui, sa voix, là, épouvantable, j'arrête ça. Fait que j'ai trouvé les deux vinyles d'RBO. Ah, tu me fais penser à une petite anecdote. Je vais te conter ça vite. Vas-y. À propos de la voix, c'est très drôle. J'ai fait, il y a 10 ou 15 ans, une pub radio avec James Heidman. OK. James Heidman a la plus belle voix de l'univers. Ouais. Lui, il a tous les contrats de narration imaginable. C'est la plus belle voix que tu peux pas imaginer dans une pub. Et ils m'ont mis avec lui. Et lui est animateur de radio. Le concept, c'est que moi, je suis dans un hélicoptère qui a une voix absolument désagréable, qui est ma voix actuelle. Et puis là, on annonce l'ouverture d'un nouveau centre d'achat ou galerie commerciale. Là, James, on va aller rejoindre notre... Oui, je survole le centre d'achat. OK, on tape ça. Et là, après, il y a les gens de l'agence de pub. Je dis, c'était quoi l'idée de me jumeler avec la plus belle voix de l'univers? Ils m'ont dit, on cherchait la plus belle voix au monde, puis on cherchait... Ils sont arrêtés de parler parce qu'avant de dire la pire, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était la plus belle voix radio et probablement la plus fatigante. Et c'est à moi qu'ils ont pensé. Quel honneur. L'anecdote est véridique.
En tout cas, tu m'as fait penser à ça en parlant de la voix de... Ouais. Ben, tu sais, tantôt, tu parlais de Forrest Gump, puis, tu sais, ton personnage candide, ton personnage un peu naïf, puis j'avais juste en tête le sketch de 254-6011. Ah, ça, Avant, je ne parlais pas l'anglais. Et maintenant, je parle l'anglais. Ah, j'ai tellement aimé faire ça. Tu sais, j'ai pas un gros range de comédiens. Tu sais, moi, j'ai arrêté RBO parce que je regardais Yves faire M. Caron. Ah ouais. Tu Son film, sais, puis je savais c'était quoi bons, mes limites. À un moment donné, dans la vie, c'était un moindrement d'intelligence. Tu dis, OK, j'ai atteint mon niveau de... Tu sais, le principe de Peter, là, la prochaine affaire que je vais faire, je veux pas qu'elle soit mauvaise. Ouais. Là. Mais j'aimais tellement ça, faire des personnages un peu naïfs, comme le personnage de 254-6011. J'aimais tellement ça, faire ça, là. Ça, je pense que je l'avais bien. Ouais. Honnêtement, c'est pas M. Caron de RBO, mais là-dedans, j'étais à l'aise. Ouais. On va finir avec ton plaisir coupable qui est The Lion King, encore de 1994, comme Forrest Gump, réalisé par Roger Allers et Rob Minkoff, qui met en vedette le talent vocal de Jonathan Taylor Thomas, Matthew Broderick, Jeremy Irons, on parlait de belle voix, Jeremy Irons en fait partie, James Earl Jones, une autre voix phénoménale. Qui en a fait 1000 voix de... Darth Vader, CNN et compagnie. Il les a toutes faites. Whoopi Goldberg et Rowan Atkinson. J'imagine que tu as dû voir ce film-là avec tes enfants. Ben, regarde, j'ai 3 enfants. J'en ai un garçon qui va avoir 32 bientôt. J'ai une fille qui va avoir 20 au mois d'août. Puis j'ai un garçon qui a eu 21 en janvier. J'ai vu ce film-là avec mes enfants, bien sûr. Et plus qu'une fois, parce que le mot plaisir coupable, l'expression est... Tu sais, quand les enfants, ils veulent toujours voir des films, des bandes dessinées. C'est sur la planète, tu sais. Ouais. Ça les touche, c'est fait pour eux. Puis quand mes enfants voulaient voir un film... Il y a un autre qui ont beaucoup aimé, c'est Histoire de jouets, le premier. Ouais. Mais Le Roi Lion, puis là, oh papa, on regarde un film, je disais, ben Le Roi Lion, parce que j'aimais ça. Puis je te disais qu'il y a 2 scènes qui me font encore tu sais, pas pleurer comme un malade, mais j'ai les larmes aux yeux à chaque fois que le père dans Le Roi Lion meurt. Puis quand tu écoutes ça avec tes enfants, les enfants sont à côté de toi, ils sont tristes parce que mon papa, il va mourir. T'sais. Fait que j'ai adoré ce film-là. C'est bien fait. La musique est belle. Je pense, ça se peut-tu qu'il y ait du Elton John dans le film? C'est Elton John qui a fait The Circle of Life. Oui, exact. Et le reste de la trame sonore, c'est Hans Zimmer. Okay. Qui n'est pas n'importe qui non plus. Oui, lui qui en a fait 1000 bandes. Ouais, c'est le pro des pros. Là. Oui, j'avais un souvenir d'Elton John. C'est très beau. C'est une belle histoire. C'est intelligent. C'est brillant. C'est une belle morale. C'est pas bébé. Là, C'est pour enfants, mais pour tout le monde. Je t'avoue que ça me touche encore beaucoup. Tu sais, plaisir coupable, là, je peux t'en confier un musicalement. De toute façon, tu vas le couper au montage. Non. Je suis très rock progressif. J'ai toujours dans le taux... je te jure que c'est vrai. J'ai toujours les longs trajets de Dark Side of the Moon, Selling England by the Pound. J'ai les classiques d'Harmonium, parce que je fais souvent Matin de Montréal. Et j'ai toujours eu la compagnie créole. Yes. Je te jure que j'ai toujours dans le tour la compagnie créole. Ben, tu sais, quand ça fait 3-4 heures de route, là, puis là, tu t'es rendu à Rivière-du-Loup, là, ça fait... T'as quand même envie de faire rire les oiseaux un moment donné. Oui, là. C'est ça. Puis à un moment donné, des fois, il pleut, puis il fait pas beau, puis tu sais, c'est brumeux. Puis là, c'est bon pour le moral. Puis là, au bal masqué. Ça, mon plaisir coupable musical, c'est compagnie créole. Je l'avoue. Je te comprends. Non, moi, je... Ça se peut qu'après, je fasse jouer les Clash, London Calling, puis qu'avant, j'avais fait jouer les Sex Pistols. Puis au cinéma, c'est les bandes dessinées. Et j'avais été voir Histoire de jouer avec mon grand garçon. Mm-hmm. On avait été au cinéma. Et ça, c'est un des mes plus beaux souvenirs à vivre avec mon gars. Quand le petit méchant commence à briser les jouets du petit gentil, mon garçon s'était levé debout dans la 7e rangée et il avait crié « Non! » C'était la première fois qu'il allait voir un film. Puis c'était tellement cute. Là. Moi, mon plaisir coupable, c'est vraiment les BD. Puis en plus que c'est tellement bien fait. Ouais. Écoute, le premier Shrek, là, il doit avoir la moitié des gags qu'il faut que tu sois adulte pour comprendre. Ou des références historiques, ou à des villes, ou à des villages, ou ou même à de la musique. Ben oui, à de la musique, tu sais. Puis que des enfants comprennent pas nécessairement. Puis là, tu as tous les adultes de la salle qui vont rire. Puis la gag d'après, ça va être les enfants, ce qui fait que ce genre de film-là, c'est tellement brillant, le marketing de tout ça. Écoute, je te dirais que les 3/4 de ces films-là, c'est aussi intéressant pour un enfant de 6 ans que pour un adulte de 40, peu importe l'âge, tu sais. C'est très bien fait. Puis ils vont dans des thématiques, je trouve, des fois, qui sont plus adultes que beaucoup de films pour adultes. Oui. Le dernier Pixar qui est sorti, Soul, c'est l'histoire d'un gars qui meurt et se retrouve dans le pays des âmes et qui doit se reconnecter avec lui-même, à savoir est-ce que je suis vraiment un jazzman ou je prétends être un jazzman. Voyons.
Oh oui, puis il y a beaucoup, tu sais, un peu dans la même lignée d'histoires très modernes, il y a beaucoup de films maintenant de BD sur l'environnement, sur le harcèlement, Ouais. tu sais, non, ça, c'est vraiment mes plaisirs coupables, c'est des BD genre Le Roi Lion puis Histoire de jouets. Ouais. Si je reviens, j'ai une question par rapport au Roi Lion, parce que ça reste l'histoire d'un lion qui est en exil Oui. de sa terre. Euh, Toi, tu le dis, bon, tu viens de Montréal, mais Matane, c'est ta ville, ben, de faire un retour, ouais, carrément, d'y retourner, de vivre là, d'être sur les lieux, de travailler tous les jours à Matane. J'imagine que tu es sur le bord du fleuve, où tu dois pas être loin. Je suis à quelques rues, à 3 minutes de marche du fleuve. C'est ça, Mais je suis à 1 minute de la rivière Matane Mhm. qui traverse la ville, là. Mais d'être là, de faire ce chemin-là pour t'y établir, puis Oui. j'imagine pour longtemps, pour Ouais, toujours ouais, pour peut-être. le reste de mes jours, c'est sûr. Ben moi, je suis né là. J'ai vécu là longtemps. Puis dans mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est beaucoup en Gaspésie. Mes parents sont venus s'établir dans la banlieue ouest de Montréal, à Pierrefonds. À une époque, les maisons étaient vraiment pas chères. Mon père, il n'y avait pas beaucoup de travail à Matane, en fait, plus des années 60. C'était dur économiquement. Les villes se développaient, le fonctionnariat, la fonction publique. Ouais. Les entreprises dans l'ouest de Montréal, c'est à chaque jour, il y avait une usine Fait mes parents sont déménagés ici, dans Montréal, mais dans une banlieue où j'avais de très bons amis, une banlieue un petit peu anonyme, où il y avait 200 maisons pareilles. Puis l'été, quand l'école finissait, ma mère a eu 5 enfants sur une période de 10 ans. Elle était en burn-out rendue au 24 juin. Mhm. Puis elle nous shippait toutes à Matane dans les deux familles, Sirois et Arsenault, où il y avait des chalets, des rivières, des champs immenses, des forêts. Puis j'avais beaucoup de cousins et cousines des deux côtés. Fait que c'était comme le paradis pour moi. Puis quand les circonstances ont fait... S'il n'y avait pas eu de pandémie, je serais encore à Montréal, c'est certain. Ouais. Tu sais, quand on dit que le choix de vie a été guidé par ça, moi, je me suis retrouvé le 13 mars 2020 avec plus de job, avec la maison de mon père qui était décédé qui nous revenait, mais pas de travail ici. J'avais mon troisième enfant partait de la maison. Tu sais, c'est comme... Puis là, j'étais plus capable du trafic, j'étais plus capable de... Tu sais, j'étais en représentation commerciale, je travaillais pour une compagnie de merchandising. Je traversais la ville de bord en bord, du nord au sud, d'est en ouest, à Laval, à Longueuil, en banlieue. Écoute, j'ai fait une overdose de trafic, puis là... Écoute, à Matane, au feu rouge, quand il y a du trafic, c'est 4 voitures. Puis il y en a qui disent, ouais, au pont, des fois, ça bloque. Ça bloque quoi? Quand ça bloque, ça. il y a 8... Quand ça bloque, il y a 8 autos, là. J'ai l'impression que c'est un endroit où le temps est un peu plus arrêté, fait que tu t'en vas où? Écoute, T'es pressé de quoi? J'ai passé les 2 derniers jours chez mon garçon dans Villeray, un quartier que j'adore. Ouais. Puis, tu sais, quand je dis ma tante, c'est pas en opposition à Montréal. là. C'est pas contre Montréal, c'est juste que ma vie m'a mené là. Mhm. Tu sais, je viens de passer 2 jours dans Villeray. J'ai adoré ce quartier-là. Mais je disais, j'ai laissé mon gars à son travail un matin. Je dis, Patrick, j'ai fait plus de stops hier en 24 heures que dans mes 6 derniers mois à Matane, tu sais. Et plus de feux rouges depuis à matin que j'en vois dans une journée. Mais j'adore Montréal, j'aime Montréal. Si ça n'avait pas été de la pandémie, en ce moment, je serais peut-être à quelque part dans Villeray, Mhm. exemple, là, tu sais. Ouais. Fait que, mais là, le retour, là, je suis bien là-bas. Puis de toute façon, tu sais, c'est tellement simple. Tu sais, ma fille, elle me fait des Facebook Live. Le télétravail permet n'importe quoi. Mhm. Puis s'il faut, puis si j'ai un contrat ici, je prends de tout, puis je m'en viens ici. Ouais. Si un jour je vais voir une game de hockey au forum, puis je vais voir YouTube en spectacle, c'est pas... c'est plus loin comme avant parce que la communication est rendue très facile, tu sais. Mhm. Quand j'étais enfant, puis ma mère voulait appeler ses parents, c'était le dimanche soir après 6 heures parce que c'était moins cher. Tu sais, tu penses plus Non, en ça, fonction de ça c'est maintenant. ça. là. Les interurbains n'existent plus. C'est ça. Fait qu'on C'est ça. s'appelle n'importe où dans le monde, puis on se donne C'est des pas pour être nouvelles. baveux, mais le forum non plus n'existe plus. Ben, tu m'apprends quelque chose. Moi, ça s'appelle Centre quelque chose Ça- maintenant. si tu fais la route de Matane pour venir à Montréal pour aller au forum voir Je vais être un peu spectacle, déçu. tu vas faire la file longtemps devant le Je forum. serais peut-être pas à bonne place pour voir Genesis. Ça, c'est très possible. Très possible. Oui. Richard, quel plaisir de t'avoir eu sur Ah. l'émission. Très gentil. Très gentil. C'est. Je suis vraiment content. Le restant de la journée va être le fun. Si on veut lire tes chroniques que tu partages sur Internet, on va où? Ben, On c'est suit- simple, on c'est suit sur où? Facebook. Ça s'appelle Le vinyle de l'insomniaque. J'en ai sorti 72 consécutives. Là, j'avais des petites affaires réglées à Montréal. Je reprends ça très bientôt. Puis on est au moment où on se parle, j'ai 4700 abonnés. C'est parti en fou, là. C'est parti C'est sans incroyable. pub, sans rien.
à partir de quelques lignes de texte que j'ai écrit à un moment donné sur Harmonium, ça a déboulé vite. Puis là, ben, le bouche à oreille. Puis sur mon groupe, il n'y a pas de haine. Je suis le seul administrateur et si quelqu'un est vraiment désagréable, je supprime. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Tu as le droit, tu peux dire c'est pas mon préféré de Genesis, c'est pas mon. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais si ça dégénère en disant que t'es un hostie de cave parce que t'aimes tel groupe, non. c'est pas compris. C'est supprimé, puis j'ai pas de pitié. T'sais. Ouais. Puis dans mes règles que je publie une fois par soir, c'est on respecte les goûts de chacun, du classique, du rock, du country. Tant que c'est un vinyle, j'ai aucun problème. On n'est pas ici pour des quiz, on n'est pas ici pour d'autres choses, pour parler de hockey ou de la météo, tu sais. Ouais. Puis le monde aime ça parce qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté. Ouais. Puis il n'y en aura pas parce que la personne ne sera plus là et elle va être bloquée. T'sais. Exactement. Fait que Puis, c'est tout. C'est ça. Donc, partir de Matane, venir à Montréal, revenir à Matane, commencer en faisant une émission sur le rock qui n'était pas une émission sur le rock. Puis aujourd'hui, faire des chroniques rock. Je te le dis, là. C'est un immense retour. 40 ans plus tard, je réalise ce que je voulais faire avec RBO au début. C'est fascinant. C'est fou, là. Et 40 ans plus tard, je retourne vivre où je suis né, tu sais. Ouais. Tu sais, à chaque jour, quand je prends une marche à Matane, je vois l'hôpital où je suis né. Ouais. Et je passe devant l'église où mes parents se sont mariés puis où j'ai été baptisé, tu sais. Fait que merveilleux. c'est très étrange, mais j'aime ça. Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr. Et avec Richard Z. Sirois, on a jasé de film.